avait dit qu'on ferait une petite conférence à 16h. Je fais une mini-conférence parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour que ce soit confortable. Donc j'ai une question. Allez-y, posez la question. En fait, ma question était la suivante. Le gouvernement autrichien reconfine les non-vaccinés pour une période de 3 semaines, je crois. Que se passe-t-il si, au terme des 3 semaines, on observe que le taux d'hospitalisation ne baisse pas, que les contaminations ne baissent pas? Est-ce que ça attesterait pas de l'échec de cette politique vaccinale? Alors, peut-être qu'ils bidonneront les chiffres, je sais pas, vous mais avez raté quelques étapes quand même. peut-être. Puisque je ne passe pas le cours des stratèges tous les jours, pardonnez-moi. Depuis, mais c'est très fluctuant, mais en Autriche, donc le gouvernement a décidé de confiner tout le monde finalement. D'accord. Et a annoncé l'obligation vaccinale à partir de février. C'est-à-dire que tous les Autrichiens devront se vacciner à partir de février. Alors, je vous le fais au débeauté, puisque c'est un sujet qui passionne tout le monde, l'Autriche ou pas? Oui, bien sûr. Oui. En fait, d'abord, il y a un vrai sujet qui est que l'Europe est aujourd'hui, selon l'OMS, redevenu le foyer, le centre épidémique, le principal foyer épidémique dans le monde. Et c'est aussi le continent le plus vacciné. Et ben voilà, c'est ça. Donc, quand nous étions petits, alors c'était plus simple, il y avait la Pravda de l'autre côté, on pouvait dire, il y a la Pravda, et nous on est des intelligents. Non, mais nous on a la Pravda française. Et maintenant, on a nationalisé la Pravda. Mais la vraie Pravda est très libérale en Russie. Et la Pravda s'est améliorée. Mais donc, ce qu'il faut, je mets ma jambe comme ça parce que je souffre un peu. La particularité de notre époque, c'est qu'on a battu des records de formation et d'élévation du niveau scolaire moyen des Français et qu'on est devenu plus con qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de diplôme qui est inversement proportionnel au niveau d'intelligence. Avant le virus, on est incarné, nous, cours sucré. Cours sans sucre. Merci. Et donc, la particularité quand même de notre époque, c'est que un enfant de 8 ans est capable de se dire comment ça se fait qu'avec 70% de taux de vaccination, plus de 80% en France, on parle de reconfiner l'Europe, y compris en France. Donc quelqu'un qui a subi 2 vaccins, à qui on dit pour que ça marche, il faudrait une 3e dose, est quand même en France, en moyenne, suffisamment intelligent pour se dire on me baratine. C'est que manifestement les promesses qui ont été faites, souvenez-vous, moi j'ai repris récemment d'ailleurs les positions officielles du début de 2020, très tôt, dès le mois de mars 2020, il a été dit que la seule chose qui sauverait l'humanité, merci beaucoup, sauverait l'humanité contre le virus, ce serait le vaccin. Et il y a Karine Lacombe, que vous connaissez toutes et tous, a dit sur BFM le 23 décembre 2020, avec 60% de vaccinés, on arriverait à l'immunité collective. Donc elle l'a dit. Donc c'est quand même pas des complotistes qui ont raconté toutes ces choses. Ce sont des comploteurs. Et donc, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a un discours officiel sur le vaccin, sur la vaccination, qui ne repose pas sur la rationalité. C'est-à-dire que rationnellement, vous dites, attendez, on est le continent le plus vacciné et on redevient le principal foyer épidémique. C'est que les vaccins ne fonctionnent pas. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui des gouvernements qui se prétendent incarner les lumières face à l'obscurantisme, incarner la raison face aux populistes qui agitent les peurs, alors, sur tous ces retournements, parce qu'en réalité, qui joue sur la peur aujourd'hui, qui joue sur la haine du non-vacciné, ce sont les pouvoirs publics. C'est la propagande. C'est la propagande. Donc il y a, excusez-moi d'être dans un lieu pas très libéral, d'afficher mes références libertariennes, mais chez Friedrich Hayek, dans La route de la servitude en 1945, il y a un chapitre, de mémoire c'est le chapitre 11, qui explique pour quelles raisons un régime totalitaire a besoin de se référer aux valeurs de l'ancien système
et a besoin de les pervertir pour instaurer la terreur et instaurer le totalitarisme. Et c'est ça que nous vivons. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements se réclament de la raison, de la rationalité, de l'intelligence, etc. De tout ce qu'on nous a appris comme étant bien quand on était petit. Et en réalité, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a mis un gouvernement par la peur et par l'irrationalité qui s'exerce au détriment du bon sens. Et donc ceux qui aujourd'hui se réclament du doute en disant mais attendez, moi j'ai lu Descartes et le discours de la méthode, ça commence quand même par je remets tout en cause, je doute de tout. Donc c'est quand même ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Le rationalisme, ce qu'on a appelé le rationalisme à une époque, c'est quand même fondé sur le doute. Aujourd'hui, on vous explique que vous êtes complotiste quand vous doutez et que si vous êtes rationaliste, vous ne devez plus douter, vous devez admettre les vérités officielles comme des évidences absolument indiscutables. Oui, vous avez le masque, donc là, dans cette affaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en effet une opération qui se joue et qui est... je vais utiliser ce mot. Il y a une syndication de la caste mondialisée. Et j'en discutais hier. Ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est de voir qu'il y a 10 ans, en réalité, vous avez oublié tous, nous avions tous oublié, il y a eu un essai, il y a eu une répétition de la pandémie que nous vivons aujourd'hui, qui était le SARS-CoV-1. Et l'OMS à l'époque avait déclaré l'état de pandémie. Et ça a été arrêté. Les États-nations, beaucoup d'États-nations, dont la France, ont dit mais attendez, c'est du pipi de chat, arrêtez vos conneries, on va quand même pas vous transférer notre souveraineté sanitaire. Il y a eu l'année suivante un rapport du Sénat qui analyse notamment les agissements de l'industrie pharmaceutique pour lobbyer les gouvernements et pour les obliger à agir. Et le rapport du Sénat d'il y a 10 ans analyse les choses de façon assez carrée, de façon très transparente, et explique comment finalement le coup a foiré, si vous me permettez de dire des choses vulgaires, et notamment reprend les positions. Il y avait eu à l'époque à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc la Cour de Strasbourg, il y avait eu une commission d'enquête qui avait interviewé des gens des laboratoires pharmaceutiques. Et la représentante de je ne sais plus quel syndicat pharmaceutique américain avait dit à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais ce qui fait vendre des vaccins, c'est la peur. Et c'est quand les gens ont peur qu'on peut vendre des vaccins. Et donc, en 2010, déjà, tout ce qu'on voit aujourd'hui a été écrit par l'industrie pharmaceutique et a été d'une certaine façon théorisé. Ce qui a manqué à l'époque, c'est le poids suffisant de l'industrie pharmaceutique pour emmener les gouvernants dans leur plan de communication, parce qu'en réalité ça se passe comme ça, il y a un plan de communication, et puis ce qu'il faut c'est que le gouvernement rentre dans la combine. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé avec le coup d'État de 2017. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2010, c'est en 2010 que Bill Gates commence à dire il faudrait convoquer un sommet mondial de la vaccination pour lancer des campagnes de vaccination. Et Bill Gates à l'époque dit il faut arriver à fabriquer des vaccins en 9 ans. Ne jamais l'oublier. Il faut qu'on ait 15-20 ans pour le faire. Et pendant 10 ans, 30 ans celui-là. Pendant 10 ans, Bill Gates a structuré l'industrie pharmaceutique avec une série de groupes d'influence, notamment il y a le Gavi, il y a le CPI, il y a une espèce de toile d'araignée de groupes d'influence où très souvent les laboratoires pharmaceutiques ont accueilli des représentants gouvernementaux pour lancer des campagnes de vaccination. Ils ont tissé des liens patients pendant 10 ans, jusqu'au sommet global de la vaccination, sommet mondial de la vaccination, qui a été organisé en commun par Bill Gates et la Commission européenne en septembre 2019, c'est-à-dire 3 mois avant le confinement. À New York, le 18 octobre. À Bruxelles, il y en a eu un en septembre. Mais en septembre, il y avait des choses qui n'allaient plus entre les BRI dans la banque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une action concertée, c'est pour ça que je parle d'une syndication des élites,
ou de la caste mondialisée, il y a eu une action concertée pendant 10 ans pour créer le terreau qui allait permettre une gestion mondialisée de l'épidémie. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que l'épidémie a été sciemment provoquée pour ceci, pour cela. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce qui est sûr, c'est que la gestion de l'épidémie que nous connaissons, elle est très différente parce qu'elle est beaucoup plus mondialisée et beaucoup plus intégrée que la gestion de l'épidémie de 2009. Et ce qui explique ce basculement, c'est qu'il y a eu un travail de fond, notamment de l'industrie pharmaceutique, il y a un travail de professionnels pour préparer le terrain et notamment pour noyauter d'une façon ou d'une autre les décisions publiques ou politiques. C'est cet article du Monde assez intéressant de janvier 2021, parce que j'ai une spécialiste de date devant moi, qui, donc je fais attention à ce que je dis, cet article du Monde qui raconte l'étonnement des gens de l'Agence européenne du médicament, qui, lorsque l'Agence européenne du médicament a été saisie des premières demandes d'autorisation de vaccins, notamment par Pfizer, contre le Covid, les gens de l'Agence européenne du médicament rencontrent Ursula von der Leyen pour présenter leurs travaux, et ils découvrent qu'elle connaît mieux le dossier qu'eux. Et elle leur dit, mais Pfizer, vous en êtes où? Et là, ils comprennent que Ursula von der Leyen, évidemment, le Monde n'a pas osé afficher cette conclusion complotiste de leur propre article, mais quand on lit l'article, on comprend que Ursula von der Leyen, avant même que l'Agence européenne du médicament n'ait commencé ses travaux d'examen d'autorisation sur la mise sur le marché des vaccins, Ursula von der Leyen était déjà informée du dossier. Et évidemment, alors, c'est peut-être son mari. Ce qui est sûr, c'est que les laboratoires pharmaceutiques avaient fait, et ceux qui demandaient une autorisation de mise sur le marché, avaient commencé le travail de lobbying auprès des décideurs publics. Et que, bien évidemment, que d'une certaine façon, la pièce était jouée plusieurs mois avant le développement du vaccin et avant l'autorisation du vaccin. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une caste mondialisée qui dirige les pays européens. On a, nous, un bon élève qui s'appelle Emmanuel Macron. En Italie, ils ont un bon élève qui s'appelle Mario Draghi. Trudeau aussi. Trudeau au Canada. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une façon ou d'une autre, nos démocraties ont été, sans qu'on y prenne forcément garde, petit à petit phagocytées, sont aujourd'hui taxées. On peut, tout ce que vous connaissez, populisme, démagogie, extrême droite, antisémitisme, tout ce que vous voulez. Donc il y a eu cette construction. Et donc évidemment qu'aujourd'hui vous n'avez, les démocraties en Europe fonctionnent autour de la doctrine mondiale, mondialiste, je n'aime pas ce mot parce qu'il est connoté, mais autour de la doctrine selon laquelle la gouvernance mondiale doit se faire par le multilatéralisme. C'est-à-dire non plus par des décisions au suffrage universel, dont les risques doivent être neutralisés, mais les bonnes décisions doivent être prises par les gens qui sont dans les G7, G8, G20, COP26, qui se retrouvent de temps en temps à Davos. L'Union européenne étant, par Klaus Schwab et Thierry Malray, présentée comme une espèce de modèle absolu à atteindre, à multiplier dans le monde, pour bien gouverner le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont dans une guerre, ils ne sont pas dans une logique. Vous avez la conviction que la démocratie, c'est écouter les autres. Nous ne sommes plus depuis le 12 juillet. Eux, leur conviction, c'est qu'ils ont un rôle historique à jouer, qui est celui de changer l'histoire. Ils se disent, nous sommes élus, c'est une pensée très profonde chez les protestants américains, nous avons été désignés pour montrer la voie du monde futur. Et naturellement, Bergoglio agit de concert. Et donc, je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Mais si, mais c'est parce que Bergoglio a été mis de pour ça. Allez-y. Oui, bonsoir monsieur. J'ai une théorie à vous soumettre. Oui. La Macronie, à mes yeux, fut la mort et le mensonge. Nous le savons. Mais il faut que la Macronie ait un adversaire. Oui. L'adversaire, c'est nous. Oui. Non vaccinés. Oui. Moi, ma théorie, c'est que je ne crois pas au fait qu'en France, il va imposer un couvre-feu aux non vaccinés.
Ah, Parce si. que la Macronie va au naufrage, et pour se détourner de ce naufrage, elle va taper contre les non-vaccinés. En tout cas, il y a Il des faut camps de que ces gens aient concentration. un adversaire. Oui, mais Toute civilisation a non, toujours non, eu mais alors je un bouc vais vous émissaire. dire. Il y a juste pour terminer. Oui, Si je me trompe, vous me direz. non, mais je pense pas que vous vous trompiez. Toute civilisation a un bouc émissaire. Ce sera nous, le bouc émissaire. Si ça ne marche pas, les vaccins, on va dire c'est de leur faute. C'est eux les méchants. Mais non, mais non. Oui, Donc, c'est un scénario écrit. Oui. ils vont pas Il y a faire beaucoup de monde dehors, le hein. feu des non-vaccinés. Et aussi, pour d'autres motifs, c'est qu'en banlieue, dans les banlieues crado, personne n'est vacciné. Oui. Personne. Ce qui me laisse Ça, je le perplexe sais sur très la bien. théorie des 85% de Français vaccinés. Mais oui, mais tout est mensonge. Tous les chiffres qu'il dit sont menteux. Ce sont des faux chiffres. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu, en fait, les idiots utiles de la Macronie? C'est ma question. Non, alors, je vais vous dire. D'abord, je pense que vous commettez effectivement une erreur d'appréciation en imaginant que nous sommes ces ennemis utiles, si vous voulez. Parce que C'est un idiot utile. en réalité, nous n'existons pas en tant qu'entité. L'ennemi de la Macronie, c'est la conscience nationale, si j'ose dire. C'est l'ordre spontané des Français. C'est l'identité d'un pays qui résiste au discours sur l'Europe. C'est ça l'ennemi. Et il se trouve que ça correspond en partie aux non-vaccinés. Si vous me permettez de dire des choses politiquement incorrectes, l'ennemi qu'il fabrique, c'est Zemmour, c'est Marine Le Pen. Mais oui. Mais c'est Parce mieux. que ça, et qui sont les idiots utiles du système pour le coup. Et vous observerez que Marine Le Pen parle de temps en temps des non-vaccinés, mais Zemmour a fait totalement abstraction de leur existence. Et que je pense que les ennemis qu'il fabrique, c'est plutôt ceux-là. Vous croyez? Que ce qui gêne chez les non-vaccinés, c'est effectivement qu'ils ne sont pas réductibles à une classe ou à une caste ou à une catégorie simple. Regardez, moi, vous avez compris que j'étais luciférien. Ici, il y a des christiques. Vous êtes un gentil, alors, Lucie. Donc, je suis un gentil luciférien. Vous voyez, je peux même réconcilier des chrétiens traditionnels avec Lucifer. Donc, le Covid est quand même très efficace. Et je pense que ce qui gêne dans les non-vaccinés, et c'est pour ça que la Macronie nie leur existence ou les réduit à l'extrême droite, à l'antisémitisme ou complotisme, c'est précisément que politiquement, nous n'existons pas. En revanche, nous sommes un problème pour les laboratoires pharmaceutiques. La caste mondialisée, c'est forcément des réunions multilatérales, des conseils, des sommets où on discute et où on évoque les problèmes et où on se dit bon ben on va tous faire la même chose dans nos pays, et c'est notamment le recours aux best practices, comme on dit en anglais, aux meilleures pratiques. Et donc le pass sanitaire, Macron dit c'est une bonne pratique, tout le monde se met à faire du pass sanitaire parce que la gouvernance multilatérale fonctionne comme ça. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a une collusion profonde, mais je ne vous révèle rien en le disant, entre les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements. Et que en Autriche, par exemple, vous avez des gens qui disent il y a le dogme de la vaccination. Et une fois que les gens sont dans ce dogme, tout argument est utilisé pour justifier le dogme. Et donc, s'il y a une reprise de l'épidémie, c'est forcément à cause des non-vaccinés. Et si vous voulez, c'est tout le storytelling, comme on dit, j'aime pas ces expressions. Je suis assez convaincu que le rôle aujourd'hui de McKinsey, c'est de mondialiser le discours. Quand je regarde que même, vous imaginez, moi qui suis né... Attendez, on n'est même plus, on est gouverné par un cabinet américain. Ben, la Ça, question, c'est terrible. pour qui il roule. Eh bien, Macron est notre ennemi. Ben, C'est lui qui nous a déclaré la guerre, tout simplement. Et c'est un ennemi. Il va Et encore de toute oublier façon. ce qu'il est en train de dire. Faut le laisser Oui, parler. non, mais c'est différent. Il va perdre ses pensées. On va laisser parler notre invité. Hein. Oui. Et donc, moi qui suis né à Liège, je découvre que la région wallonne, qui est une région wallonne, elle-même a signé un contrat avec McKinsey. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation, la globalisation des discours et des pratiques, elle est portée par des cabinets de consultants, des cabinets de conseil, qui insufflent les bonnes idées auprès des dirigeants. Et peut-être connaissez-vous des dirigeants de ce pays. Ce qui est frappant quand même, c'est qu'ils ont très peu d'idées sur les choses. C'est-à-dire qu'ils sont tellement accablés, leur emploi du temps est tellement chargé par la fonction, par les responsabilités, qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir.
y compris des gens de l'opposition. Vous voyez, je pense par exemple que je ne suis ni pour ni contre Florian Philippot, mais j'ai une conviction, c'est que ce gars-là n'a pas le temps de réfléchir, pas plus que les gens qui le dénoncent. Et que dans l'emploi du temps, ce qu'on appelle, quand j'étais petit, on disait ça l'aliénation. C'est vous avez un emploi du temps tel que vous êtes aliéné, que vous n'avez plus le temps de réfléchir. Et donc les gouvernants aujourd'hui, ils ont des gens qui leur fournissent des notes, qui leur disent faut penser ça, c'est validé par McKinsey, voilà, et c'est donc validé par l'Union européenne, par la Commission, par le Conseil bidule, par le G7, le G20, etc. Et les gens recrachent ce qu'on leur dit de recracher. D'une certaine façon, McKinsey est devenu le think tank des gouvernements occidentaux. Hein. Et quand ils n'ont pas d'idée, ben, ils ressortent ce qu'on leur dit. Et donc là-dessus, il y a une certitude, c'est que l'Union européenne, elle a été profondément lobbyée par les laboratoires pharmaceutiques. L'Union européenne est en voie d'intégration soutenue pour une raison historique. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 traumatismes dans les élites. Le premier traumatisme, c'est l'élection de Donald Trump. Et donc, les gens se sont dit, mais le suffrage universel peut porter à la tête de la principale puissance économique mondiale quelqu'un qui veut en finir avec le libre-échange, avec l'idéologie du multilatéralisme, avec la globalisation, avec le discours ambiant, les dépenses de l'État c'est bien, l'impôt c'est bien, etc. N'oubliez pas que Klaus Schwab aujourd'hui il propose le big government, une hausse d'impôts et un retour de l'intervention de l'État dans l'économie. Donc Trump était globalement hostile à ça, et certains vous diraient que malheureusement l'épidémie de coronavirus et le blocage économique qu'il y a eu dans la foulée n'ont pas suffi à faire perdre Trump, j'allais dire au premier tour. C'est sûr, c'est qu'il a fallu faire quelques efforts pour aider Trump à perdre les élections. La fraude. Rien n'est prouvé aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup de contestations. Mais donc, il y a eu l'élection de Trump qui a sonné comme une première alarme, et quand on lit le Great Reset de Klaus Schwab entre les lignes, on s'aperçoit que son sujet, c'est est-ce que Trump va être réélu ou pas, qui est un sujet d'angoisse. Il y a un deuxième sujet d'angoisse qui est arrivé, un deuxième signal d'alarme, qui a été le Brexit, qui a été décidé au suffrage universel. Et donc, pour la caste mondialisée, le suffrage universel est devenu un signal d'alarme, en tout cas une source de menace, qui fait que beaucoup se disent ça marche pas si on fait, et un dirigeant autrichien peut se dire mais si on fait confiance au suffrage universel, on va faire exploser l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, voilà, et on souhaite qu'elle explose, en tout cas sous sa forme actuelle. Mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui chez les dirigeants européens une conviction, c'est que ne sont bonnes que les décisions multilatérales. Que au G20 qui a eu lieu au mois d'octobre, il a été redit que la principale arme pour lutter contre le virus, c'était la vaccination. Et donc vous êtes dirigeant autrichien, vous avez envie de briller, d'exister dans cette espèce de course qui existe entre Macron et Draghi, et vous dites, ben moi aussi je suis un bon élève de la vaccination, et d'ailleurs je vais faire mieux que vous. Et moi je vais pousser le bouchon plus loin, je vais confiner les non-vaccinés. C'est cette logique, si vous voulez, de moutonnière des démocraties illibérales que nous sommes devenus dans l'Union européenne, où vous avez une caste de dirigeants qui ne sont pas tous très malins, qui sont abreuvés de notes de think tank validées comme étant bien, et qui d'une certaine façon mettent en place un ordre préécrit et régulièrement discuté. C'est comme ça que ça se présente. Là où nous avons un problème, qui est un problème sur lequel nous, on doit, entre nous, nous positionner. C'est que je vais vous faire une révélation. Comment ? On a bien fait de venir. Alors, je pense que j'ai eu accès à des documents, on va appeler ça le storytelling de McKinsey.
Et dans ce qui était prévu quand Macron a fait son discours du 12 juillet, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait des manifestations anti-non vaccinés et pro-pass sanitaire en octobre. Si vous avez vu, il y en a eu une qui a lamentablement raté. Et il était prévu que soient orchestrées en novembre des violences contre les non-vaccinés. On n'a pas eu. Parce que les gens vaccinés ne voulaient pas. C'est notre liberté. Nous sommes un peuple de francs et nous sommes donc des gens libres. De francs qui composent avec les Gaulois. Oui, non mais attendez, les Gaulois n'auraient jamais... Simplement, à l'heure actuelle, nous sommes comme en 1789. Oui, mais en fait, la différence entre 1789 et aujourd'hui, c'est que d'une certaine façon, en 1789, le scénario n'était pas complètement écrit. C'est-à-dire que le scénario qui était écrit, et au fond, était le scénario des révolutionnaires. Et le pouvoir royal n'a pas compris qu'il y avait un scénario face. Mais il n'a pas été en mesure de s'organiser. Aujourd'hui, la situation est inversée parce que le scénario, il est écrit par les élites. Et que nous n'avions pas imaginé que la démocratie pouvait porter en elle une classe dirigeante qui déciderait de rompre avec la démocratie. Et aujourd'hui, il est quand même assez écrit, si vous voulez, que les non-vaccinés doivent faire l'objet de pogroms, je vais le dire comme ça. Alors, il y a une bataille idéologique à mener. C'est pour ça que moi, j'ai créé Rester Libre et que je souhaite que Rester Libre prenne les symboles de la résistance. C'est que dans la bataille idéologique qui nous est menée, il y a notamment un sujet, je vais l'appeler comme ça, sur le sacrifice humain. C'est-à-dire que le sacrifice humain, la Shoah, puisque la Shoah, ça veut dire le sacrifice, la Shoah est un enjeu idéologique pour la caste, pour expliquer que les religieux, et la caste a besoin d'expliquer que le sacrifice, c'est elle qui défend les sacrifiés, et que nous sommes les antisémites qui voulons refaire une Shoah. C'est un enjeu idéologique. Et je crois que ma conviction est qu'il faut que nous nous battions aujourd'hui pour bien redire. Alors pourquoi c'est un enjeu idéologique pour eux? Évidemment pour dire, vous voyez bien qu'on peut leur faire ce qu'on voudra, vous ne pouvez pas comparer ça à l'étoile jaune, vous ne pouvez pas comparer ça à la Shoah, vous ne pouvez pas comparer... Ah mais non, mais ce que vous entendez quand vous en parlez chez vous, ah non mais là c'est vraiment exagéré, ah non mais là on peut pas dire ça, ah non mais ça... Ah. Or, il existe une réalité profonde, c'est que aujourd'hui, une démocratie qui s'appelle la France, mais elle n'est pas la seule, l'Europe s'est ralliée à une logique de ségrégation et de discrimination en considérant que des gens qui avaient fait un choix devaient être exclus de la vie collective. Donc c'est bien un comportement de discrimination du même ordre que les décrets de Vichy d'octobre 40 sur les juifs et les francs-maçons. Et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on commence, nous, collectivement, à admettre, parce que chez les non-vaccinés, il y a aussi un complexe à dire, non mais quand même, ça va pas dégénérer comme ça, mais non mais c'est pas possible. Moi, les documents que j'ai vus passer au mois d'août m'ont troublé, parce que effectivement, la logique de déportation des non-vaccinés, je l'ai vu écrite. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Alors, non, mais c'est tout à fait en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de mettre à part les non-vaccinés, de les diaboliser, d'appeler à la violence contre eux, les dénoncer, c'est quelque chose que j'ai lu dans les programmes, dans un programme, dans un document. Je me suis dit, mais c'est quand même... Là, je me suis dit, non, mais c'est quand même exagéré. Ce qui est sûr, c'est que, manifestement, il y a des cabinets de conseil qui ont travaillé sur ces scénarios et qui les ont endossés. Et que l'enjeu, c'est d'orchestrer, et bien entendu, tout ça est financé par les laboratoires pharmaceutiques. L'enjeu est d'orchestrer une mise à l'écart de tous ceux qui refusent l'ordre qui nous est proposé. Et je crois qu'il faut prendre conscience de ça, sans dramatiser, c'est-à-dire que vous voyez bien quand même qu'il y a une résistance qui se fait et qui permet de freiner le mouvement. Mais il faut avoir conscience que l'inimaginable est en réalité à l'œuvre.
C'est-à-dire que le gouvernement autrichien, Comme le gouvernement. Comme par exemple Pécresse et l'autre Xavier, franc-maçon, n'oublions pas que c'est les gens qui dirigent, ce sont ceux-là qui manipulent, francs-maçons. oui, mais alors, si vous voulez, moi Les deux. là-dessus, je suis très gêné parce que d'abord, tout le monde le sait, donc je le dis sans embâche, c'est une autorité publique et que j'assume parfaitement. Moi, j'ai été franc-maçon et je discute avec des francs-maçons encore régulièrement, qui sont extrêmement divisés. C'est-à-dire que chez les francs-maçons que je connais, j'en connais quand même un certain nombre qui sont des vrais francs-maçons. Alors, sur les loges, on ne va pas faire un cours sur la franc-maçonnerie, mais, dans les obédiences, les questions d'obédience, parce qu'il y a 3 obédiences, il y a la Grande Loge nationale, dans laquelle on ne peut entrer que si on reconnaît la divinité de Jésus. Rappelons-le quand même, la base de la franc-maçonnerie, c'est le Christ. Et donc moi j'étais à la Grande Loge de France, où on ouvrait les travaux, comme on dit, sur l'évangile de Saint Jean. Donc, Christine de Pisan. Christine de Pisan, c'est la Grande Loge nationale. Et le Grand Orient est une obédience qui se déclare plutôt laïque. Mais je connais plein de cathos extrêmement tradis qui sont au Grand Orient de France. Voilà. Donc tout ça est plus compliqué qu'on ne croit. Mais ce qui est sûr, c'est que chez les francs-maçons, il y a, à mon avis, autant de non-vaccinés que de vaccinés, et autant de non-vax que de vax. Et donc je pense que ce n'est plus ça qui distingue, parce qu'en réalité, on est passé sur d'autres schémas. Et le schéma d'aujourd'hui, c'est celui de la mondialisation, et celui de est-ce qu'on est pour les États-nations, et pour que les États-nations continuent à exister comme des forces politiques, ou est-ce qu'on est pour la dissolution d'États-nations dans des ensembles supranationaux qui vont gouverner le monde? C'est ça le sujet qui se pose. Alors là, nous serons tous des esclaves. Voilà. C'est déjà à peu près le cas. Nous y sommes, oui. Et donc, notre enjeu, il est aujourd'hui de comprendre que pour ceux qui parient, les gens de Davos notamment, qui se disent nous avons une mission messianique à réaliser aujourd'hui, qui est que nous sommes ceux qui avons une vision, et la vision c'est de supprimer les États-nations et d'avoir une Union européenne, une Union australienne avec les pays autour, et des grands ensembles en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Pour tous ceux qui ont cette vision-là, il faudra bien que l'histoire se passe. Et donc ils se disent, après tout, voilà, face à l'œuvre millénaire, vous savez, ils reprennent tous les termes qu'on a connus, face à l'œuvre millénaire que nous sommes en train de bâtir, il y aura bien quelques pertes. Voilà, mais il faut accélérer l'histoire. Et donc là-dessus, évidemment que nous sommes naïfs parce que nous avons nos dit mais non, mais c'est la démocratie, c'est l'humanisme, etc. En réalité, il y a d'une façon ou d'une autre la conviction dans le grand capitalisme anglo-saxon, on va dire ça comme ça, au sens large, qu'il faut faire basculer le monde dans autre chose et que bon, il y aura peut-être des dommages collatéraux, mais c'est ça l'histoire et c'est ça le destin. Et donc il ne faut surtout pas avoir l'idée que ce sont des anges ou des humanistes. Ils ont alors je souris à l'expression luciférien puisque j'ai été invité au salon du livre de Chiré et grâce à mon éditeur, j'ai dîné à côté de l'abbé Cottard qui m'a dit mais vous êtes luciférien. J'ai trouvé ça marrant parce que bon, donc je ne sais pas si Lucifer est forcément notre ennemi, mais ce qui est sûr c'est que Saint-Michel, 666 quand même. Et donc ce qui est sûr c'est que dans cette affaire la violence contre les non-vaccinés est d'une façon ou d'une autre quelque chose qui est programmé, qui est assumé et qui est théorisé et moralisé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui sont convaincus, dur comme fer, qu'il faut faire payer les non-vaccinés durement, parce qu'ils sont lucifériens, voyez, et que donc le règne des Lumières, c'est... Ouais, oui, mais là-dessus, je conclus, puisque je ne vais pas parler trop longtemps, je voudrais dire que on a un sujet, donc ce que je vous dis sont des propos, même s'ils sont filmés, des propos que je ne tiendrai pas forcément sur YouTube, d'ailleurs, je ne peux plus le faire parce que j'ai été supprimé, mais
je les tiens, je force le trait pour faire comprendre une chose. C'est qu'en lançant Rester Libre, j'ai vu plein de gens qui sont venus me voir en disant on va faire quelque chose de gentil. Voilà. Et malheureusement, je crains qu'il faille prendre conscience que tout ce qu'on voit à la télé, la bienveillance, la gentillesse, il va falloir que les gens qui croient à ça, petit à petit, se retirent des rues et que tôt ou tard, regardez ce qui s'est passé en Hollande hier. La police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Ça nous arrivera. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Union européenne a une armée de mercenaires. Et ils s'en moquent. Et sans même avoir une armée de mercenaires, regardez comment on a traité les gilets jaunes. Mais nous sommes d'accord. Mais comment on traite les Guadeloupéens? Comment on va traiter les Guadeloupéens? Et là-dessus, il faut prendre conscience que nous sommes arrivés à un cap. C'est-à-dire que par la voie démocratique normale, un Macron, par exemple, se dit « je suis allé à peu près au bout de ce que je peux faire sur le pass vaccinal, sur la vaccination obligatoire, 6 mois avant des élections, sans mettre le pays à feu et à sang ». Et donc, chez un Macron, il y a la prise de conscience que la voie démocratique, à peu près acceptable, même si on peut dire c'est plus complètement démocratique, mais il y a la prise de conscience qu'il est au bout de quelque chose et que désormais, s'il veut aller plus loin dans le projet de vaccination, etc., il va falloir passer par d'autres voies que les voies démocratiques, ou en tout cas ne plus être dans une perspective électorale rapprochée. Et ce sera pire après les élections s'il est élu. Absolument, il sera élu, vous verrez. Oui, absolument. Mais il faut avoir conscience que il y a des réactions de plus en plus vives de la population. Et évidemment, plus il se radicalise, plus l'opposition se radicalise. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons épuisé la phase d'opposition gentille, d'opposition pacifique. Et il faut intérioriser l'idée que l'objectif final de ce projet, il y a quelqu'un qui veut rentrer, ne laissez pas la dame à la porte. Je suis d'accord qu'il nous a déclaré la guerre. Donc, il détruit toute la France. Alors il faut que vous tassiez un peu pour que faites le tour de la table. Et donc je finis quand même parce qu'après je veux dire qu'il faut avoir conscience que l'objectif final de ce plan, il est écrit de façon totalement publique, c'est le Great Reset monétaire de 2025. C'est-à-dire le remplacement du cash, de la monnaie scripturaire, par la monnaie numérique, qui mériterait une explication en elle-même. Et que donc il y a un programme qui est écrit jusqu'en 2025, et que tant qu'on n'aura pas battu l'ennemi sur ce sujet du Great Reset monétaire, il y aura des projets de récupération du pouvoir par la caste mondialisée. Et nous avons passé la phase, nous sommes en train d'arriver au bout de la phase de la confrontation pacifique. Donc il va falloir intérioriser, mes amis, le fait que tout le monde se dit l'opposition pacifique est suffisamment puissante pour empêcher des mesures pacifiques, et il faut avoir conscience que la caste dispose d'une théorisation, voilà, une modélisation de la gestion de la crise qui passera par des ruptures de la démocratie et par des contraintes violentes contre les résistants. Voilà. Et donc, l'ère des gentils est en train de se terminer. Et il va falloir progressivement, regarder ce qui s'est passé en Hollande hier, il va falloir progressivement comprendre que ce sera la liberté ou la mort. Mais c'est la terreur, et c'est la même terreur appliquée en 92, après le 10 août 92, jusqu'à la chute de Robespierre. Nous sommes dans cette période-là, et c'est aussi violent parce que les moyens ne sont pas les mêmes, ils sont beaucoup plus sophistiqués, et c'est surtout l'Europe. Et c'est très grave tout ce qui se passe. La question, c'est est-ce que nous aurons la capacité d'y résister.
Voilà. Donc moi, C'est je ça. suis assez confiant. Je trouve que ce qui est bien, c'est que je vois beaucoup de gens, et notamment beaucoup de jeunes, qui ont grandi dans un monde de bisounours, à qui on a dit le monde est fait pour vous rendre heureux, le bien-être, l'épanouissement, etc. Je pense qu'on est en train de réapprendre que l'histoire est tragique. Et nous allons avoir une jeunesse qui va vivre très probablement un traumatisme, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'on lui a menti. Et que, en réalité, le monde, il est fait par les puissants, et que si on ne s'oppose pas aux puissants, eh bien, on se fait balayer. Et je pense que nous avons collectivement un travail à faire, qui est un travail de conscientisation. Alors, parce qu'en réalité, si vous voulez, dans ce jeu du monde des bisounours, après j'arrête, dans ce jeu du monde des bisounours, les vaccinés, il faut leur pardonner. Vous voyez, je peux même utiliser des mots chrétiens. Non, mais attendez, attendez. Je vais faire un effort. Hein. Mais maintenant, Véreux, vous voyez de qui je veux parler, Oui. Véreux a bien dit que les vaccinés pouvaient contaminer et être malades. Donc, tout le monde le sait maintenant, Oui, y sauf compris que les vaccinés. beaucoup de gens se sont fait vacciner avant même le pass sanitaire pour avoir la paix. En se disant, On ne peut pas c'est avoir la la paix. méthode magique pour revenir au monde d'avant. Et si vous voulez, leur sujet n'est pas d'avoir raison, leur sujet c'est de retrouver le confort d'avant, la C'est pas sérénité possible, d'avant. c'est pas possible. Notre travail, c'est de leur dire, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez retrouvé votre sérénité? La troisième dose, là, Puis la quatrième. à cause des non-vaccinés. Et notre autre travail, c'est de leur dire, est-ce que vous assumez la violence grandissante du système vis-à-vis de ceux qui ne sont pas vaccinés? Et la seule victoire que nous pouvons espérer dans les 6 prochains mois, c'est que les vaccinés se Pour mourir. disent, c'est vrai que c'est pas complètement sympa ce qu'on fait. Pendant 6 mois, on ne pourra pas avoir autre chose. Ce qui nous sauvera, la seule chose qui peut nous sauver, c'est qu'effectivement, il y ait des effets secondaires du vaccin, beaucoup plus cataclysmiques mais il y en que a, ce que tout le monde est prêt à assumer. Il y en a, mais aujourd'hui, beaucoup. C'est caché, vous n'avez pas c'est caché. 25 000 cas de cancer de gamins de 20 ans qui n'étaient pas dans les statistiques avant et qui apparaissent Eh maintenant. ben, il y en a qui apparaissent. Notre seule chance, c'est d'espérer, parce que souvent je discute dans mon entourage, comparaison entre Hitler, vous savez que je pense que Macron vivra un Stalingrad, je pense que la caste Ben oui. mondialisée va vivre un Stalingrad. La question, c'est la différence entre eux et les nazis. C'est qu'au fond, Hitler, il avait réussi des choses. Mais il Et était que loin. les Allemands pouvaient se dire, nous nous enrichissons, nous redevenons puissants. Alors Oui. que Macron et la caste mondialisée n'ont rien réussi. Et que, Mais c'est voulu, pourra- c'est voulu pour détruire la France. Sauf que c'est plus compliqué, si vous voulez, de tenir le pays quand on ne gagne rien que quand on gagne des choses. Et la chance que nous pouvons avoir pour un dénouement plus rapide et moins dramatique que ce qu'on a connu par le passé, c'est que les échecs, notamment l'échec du vaccin, apparaissent de façon beaucoup plus rapide que dans une guerre. Et notamment, s'il y avait des cancers, Il y en a. non, ce que je ne souhaite pas, Mais il y en a. hein, je souhaite me tromper, Il y en a. mais il y aurait des choses absolument indiscutables, ce serait très compliqué de soutenir. Mais voilà, donc, le message que je veux vous faire passer, puis je dédicace, c'est mes amis, ce ne sera pas une partie de plaisir, Mais non, on se nous tombe. gagnerons, mais ce sera tragique. Et Cher préparez vos enfants.